Femmes et foyer, les secrets d'une année réussie. Voilà bien le thème qui va meubler notre échange d'aujourd'hui. Alors, vous me demanderez certainement, comment est-ce qu'on vient à parler des secrets d'une année quand l'année en elle-même a déjà débuté? Mais laissez-moi vous dire que l'ouvrier de la dernière heure a bénéficié des mêmes atouts que ses prédécesseurs, et mieux vaut tard que jamais. Alors, comment est-ce qu'une femme, et particulièrement une femme au foyer, doit s'y prendre pour mener à bien son foyer? Comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour pouvoir dire à la fin, véritablement, j'ai bien mené mon année et je puisse rendre grâce à Dieu pour cela? Comment est-ce qu'elle doit s'y prendre? Alors, pour dévaler la question et pour détailler davantage la question, nous bénéficions ce matin de l'expertise d'une servante de l'Éternel que vous connaissez peut-être, la bien nommée Madame Témézeux Naomi, celle que nous autres appelons affectueusement Maman Naomi. Alors bonjour Maman Naomi. Bonjour Elodie, bonne année à tous nos téléspectateurs et bonne année aux femmes en particulier. Merci de votre présence sur ce plateau nous honore véritablement. Je crois que les femmes aussi sont honorées par votre présence. C'est toujours un privilège pour nous de parler de la famille parce que nous avons la conviction selon laquelle la famille a un rôle important, un rôle prépondérant dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Alors, qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en quelques mots? En quelques mots, Elodie, je suis la servante du Seigneur. Je suis enseignante de profession, j'enseigne l'anglais au lycée bilingue de Chong. Je suis mariée à Paul Jacques depuis 13 ans et nous avons 3 enfants. Wow. Donc, chères téléspectatrices, rassurez-vous, si nous parlons aujourd'hui de femmes et foyers, nous ne le faisons pas avec une célibataire, mais nous le faisons, tenez-vous tranquille, avec une femme mariée, pas depuis 2 ans, encore moins 3, mais depuis 13 ans. Donc, elle est vraiment expérimentée en la matière. Alors, Maman Naomi, voyez-vous, à l'approche ou alors à l'aube d'une nouvelle année, des gens se disent plein de choses. Il y en a qui se disent, ok, bon, cette année, je vais m'acheter la voiture de mon rêve. Cette année, je vais voyager. Cette année, je vais atteindre plein d'espoir. Je vais construire la maison tant rêvée et tout. Alors, ça nous pousse encore à nous demander quels sont les secrets d'une année réussie. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour réussir son année pour une femme au foyer particulièrement? Et on dit pour une femme au foyer, réussir son foyer, c'est d'abord planifier. La planification est fondamentale pour toute femme qui désire réussir son année. Et quand je parle de planification, je parle de l'organisation, je parle de prévoir selon un plan bien précis. C'est selon le dictionnaire Larousse, planifier, c'est organiser, planifier, c'est prévoir, planifier, c'est avoir un plan, une feuille de route où nous avons consigné des objectifs précis, des objectifs concis à court, à moyen et même à long terme. Donc, le premier secret de la réussite de son année pour une femme dans son foyer, c'est de planifier. C'est la planification. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder concrètement pour planifier? Vous avez défini la planification, c'est vrai. Oui. Mais comment planifier de manière concrète? Où commencer d'ailleurs? Tout d'abord, il y a un constat qui s'impose, c'est que plusieurs femmes ne planifient pas leur travail. Vous savez, les femmes en général sont submergées par le trop-plein du travail. Tout à fait. Elles ont du travail au foyer, elles ont du travail en tant qu'épouses. La charge des enfants n'est pas toujours la chose facile. Donc il est question de se rendre compte que les femmes sont très laborieuses, mais seulement elles n'ont pas une bonne méthodologie qui leur permette d'atteindre les objectifs escomptés. C'est une difficulté réelle, c'est une difficulté énorme et nous pensons effectivement qu'il est important en début de cette année 2018 de se fixer des objectifs en tant que femme, de se fixer des objectifs en tant qu'épouse, se fixer des objectifs en tant que mère. Et on dit, tu sais, on peut être meilleure épouse mais puis être mère. Donc il est question de faire vraiment la part des choses. Il est question de faire un planning, n'est-ce pas? Oui. Il est question de planifier de manière à ce qu'on puisse trouver un équilibre
tant qu'épouse, en tant que mère. C'est ça. C'est quoi un objectif? Parce que vous avez également parlé d'objectif. C'est quoi vraiment un objectif concrètement? Parce qu'il faudrait que vous sortiez d'ici, que chaque femme puisse également trouver son compte. Qu'elle soit enseignante, qu'elle soit commerçante, qu'elle soit... Voilà, donc c'est quoi un objectif? Oui, pour bien planifier, il faut se donner des objectifs, ce que l'on veut voir, ce que l'on va atteindre. Le but, c'est vers quoi on veut aller. C'est-à-dire que je suis une femme, par exemple, qu'est-ce que je veux dans ma maison? Comment est-ce que je veux voir mon foyer? Comment est-ce que je veux voir mes enfants? Comment est-ce que je souhaite voir mon mari? C'est ce qu'on va appeler objectif de façon très très simplifiée. Il est souvent très très important d'utiliser les verbes d'action pour pouvoir définir ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'une femme peut avoir pour objectif de bâtir un foyer heureux et harmonieux, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de querelle. Et cet objectif, naturellement, va sous-entendre un certain nombre de choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin et bâtir un foyer heureux, harmonieux et équilibré. Il y a naturellement des sentiments qu'il faut développer. Il y a aussi des sentiments qu'il ne faut pas du tout développer. Oui, oui. Merci. Et justement, parlant d'objectifs, peut-être faudrait-il bien qu'on regarde encore à la motivation. On regarde encore à la motivation. Je voudrais vous dire que parmi nous les femmes, il y a des vierges folles, mais il y a aussi des vierges sages. Vous voyez un peu ça, donc il est question d'être la vierge folle qui bâtit sa maison et non pas celle-là qui la renverse de ses propres mains. La vierge sage. La vierge sage, oui, c'est celle qui sait en fait que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. C'est-à-dire qu'il est question de s'accorder avec le Seigneur Jésus-Christ et lui demander exactement ce dont il est question. Et se fixer naturellement des objectifs en tenant compte du rôle principal que Dieu veut que je joue en tant que femme. C'est-à-dire qu'il serait difficile pour une femme de fixer des objectifs, vous voyez un peu, sans au préalable savoir ce que le Seigneur attend d'elle en tant que mère, en tant qu'épouse, vous voyez un peu, ou en tant que femme au foyer. Et c'est pourquoi l'exemple de la femme vertueuse du Proverbe 31 est un exemple patent. Jésus d'abord. Jésus devrait être au centre. Et qu'est-ce que Jésus attend effectivement d'une femme au foyer? C'est qu'elle aime inconditionnellement son mari. Qu'elle aime son mari sans intérêt. Qu'elle aime son mari tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Oui, c'est-à-dire qu'elle accepte, qu'elle adopte à son endroit une attitude d'acceptation inconditionnelle, qu'elle soit prête également au sacrifice. En quelque sorte ce que le Seigneur attend de nous. Un autre élément qui est tellement moins important, le Seigneur attend de chaque femme, de chaque épouse, qu'elle respecte son mari et qu'elle lui soit soumise. Ça aussi c'est très très important. Donc une femme, en début de cette année 2018, peut décider d'aimer son mari tel qu'il est, peut décider, autant pour moi, d'aimer son mari, de se soumettre à lui et de le respecter. Parce que la soumission n'est pas se sentir inférieur. Non, la soumission est un atout et c'est même l'apanage des femmes qui sont spirituellement matures. Une femme qui n'est pas mature ne peut pas facilement se soumettre. Elle va poser beaucoup de questions au lieu de se soumettre à son mari. Dans la Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Voilà. Et donc nous relevons ici que Jésus-Christ doit être au centre pour véritablement la femme, d'après vous dire, puisse revêtir ce caractère que vous soulignez. Jean 15, verset 5 dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, en tant que femme, je dirais que sans Jésus, je ne peux pas être l'épouse qu'il faut, je ne peux pas être la mère qu'il faut, je ne peux même pas être la professionnelle qu'il faut. Je ne peux même pas être une bonne femme au foyer, parce qu'il est question de faire la part de choses et de trouver un équilibre. Et donc, pour nos téléspectatrices qui ont compris ce matin qu'il faut d'abord Jésus dans leur foyer et qui n'en étaient peut-être pas conscientes, ou alors qui en étaient même, mais qui négligeaient la chose. Et si elle vient nous demander comment s'y prendre donc pour mettre Jésus au centre de son foyer, que dirons-nous? Est-ce qu'il faut tout simplement dire, bon d'accord, je vais à l'église désormais tous les dimanches, ou alors comment est-ce qu'une femme doit faire pour mettre Jésus au centre de son foyer? C'est une question très pertinente et il faut dire qu'elle est très très pertinente. Et avant même d'apporter un élément de réponse, je voudrais faire le constat aussi selon lequel
les foyers où les femmes sont chrétiennes ne sont pas forcément des foyers modèles. Oui, il y a des foyers où la femme est chrétienne, le mari est chrétien, le mari même est chrétien, mais on expérimente de temps à autre vraiment une sorte de déséquilibre et tout ça. Donc, accepter Jésus-Christ, en fait, c'est un pas. Mais après l'avoir accepté, il y a un désir ardent de grandir pour produire vraiment le fruit qui demeure. Donc, ce que je vais dire aux femmes, c'est qu'il y a quatre étapes essentielles qui leur permettra de mettre Christ au centre de leur foyer. La première chose, c'est d'admettre déjà l'amour de Dieu pour chaque femme. Dieu aime particulièrement les femmes. Jésus aime les femmes. Elles étaient même les premiers témoins de la résurrection. Vous voyez un peu ça. Jésus a guéri et a même délivré plusieurs femmes. Et les femmes ont même soutenu le ministère de Jésus. Donc ce n'est pas le 8 mars qui délivre ou qui change la condition des femmes, mais c'est Jésus qui change la condition des femmes. Donc c'est important de mettre cela en exergue. C'est le premier point. Les femmes doivent être convaincues que en plus de leur mari qui est physique, qui est terrestre là, elles ont un mari qui les aime très très fort, c'est Jésus. Lui qui est le mari céleste. Vous voyez un peu? Donc il est question de satisfaire le mari céleste d'abord et par la suite le mari terrestre le sera naturellement, inéluctablement, comme la conséquence de, vous voyez un peu ça, de l'appartenance, oui. Donc il est question donc pour chaque femme de reconnaître et d'admettre l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour elle. Ensuite, elles ont également besoin d'admettre que, à cause du péché de l'homme de grand âge, les femmes aussi impliquées, à cause du péché de l'homme, il est impossible de bâtir un foyer heureux. Vous voyez un peu, quand Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam, lui dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est-à-dire qu'il approuve en fait que voici effectivement celle dont j'avais besoin. Mais ça, c'est quand le péché n'est pas encore entré. Vous voyez un peu, mais quand le péché survient, alors il est encore le premier accusateur. Il pointe du doigt que c'est celle que tu as mise à côté de moi là qui est coupable de ce qui nous arrive maintenant. Donc à cause du péché, on va se rendre compte que la femme est totalement séparée de Dieu. Et donc il n'y a plus possibilité de communication, il n'y a plus possibilité de communion. Et donc, seul l'amour de Jésus-Christ, avec Jean 14, verset 6, où il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, Jésus conçut donc un tremplin, c'est-à-dire le chemin, l'unique chemin, qui n'est pas un chemin. Vous voyez, il est l'unique voie, il est l'unique chemin à travers lequel les femmes peuvent véritablement commencer une nouvelle relation avec Jésus et naturellement bâtir une meilleure relation avec leur mari. En ce sens que Dieu est amour. Ouais, par nature, Dieu est amour. Mais nous, par nature, nous sommes égoïstes. C'est pourquoi c'est parfois difficile pour une femme d'aimer le mari quand il est désagréable. Vous voyez un peu? Parce que notre nature veut aimer ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui est constructif. Et du coup, lorsqu'il fait ce qui est mal, ça devient très très compliqué de l'accepter tel quel. Mais seul Jésus-Christ en nous, seul l'amour de Jésus-Christ en nous peut nous permettre d'expérimenter Romains 5:8. Parce que Dieu nous aime lorsque nous sommes encore pécheurs. Et nous sommes appelés à aimer nos maris, même quand ils sont désagréables. Et je vous assure, je vous dis, lorsqu'on parvient à expérimenter ça, on est mieux adhéré pour éduquer les enfants qui sont parfois très très difficiles à ce caractère. Donc, c'est Jésus la clé, c'est Jésus la solution. Et je crois que chaque téléspectateur est conscient de la procédure à adopter et que Maman Naomi a bien tracé ici. C'est ça, je n'en avais pas encore terminé parce qu'au départ, je parlais de l'amour de Dieu pour chaque femme, ensuite le péché de chaque femme. Et en troisième position, j'ai parlé de Jésus-Christ qui est l'unique chemin par lequel les femmes peuvent bâtir une relation avec Dieu, le mari céleste, et réussir leur relation aussi conjugale avec le mari terrestre. Et en fin de compte, les femmes ont besoin de prendre un engagement profond, un engagement important, un engagement. Elles ont besoin véritablement d'impliquer leur intelligence, leurs émotions et même leurs sentiments à cet engagement-là. Elles ont besoin effectivement de se rendre compte que sans Jésus, elles sont totalement perdues. Sans Jésus, elles ne peuvent pas bâtir un foyer harmonieux. Elles ont besoin de comprendre que sans Jésus, elles ne peuvent pas réussir l'éducation de leurs enfants. Sans Jésus, elles ne peuvent pas être
un professionnel, une professionnelle, ou alors des femmes au foyer à la hauteur de ce que le Créateur attend d'elles. Donc, assez pertinent, assez pertinent. Il est le cep et nous sommes les sarments. Oui. Si nous demeurons en lui, nous portons beaucoup de fruits parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, si nous partons maintenant du postulat selon lequel la femme est consciente de ce que Jésus doit être au centre et véritablement, elle met le Seigneur au centre. Et nous avons encore souligné ici l'importance de la planification et l'importance, en fait, l'urgence d'avoir un objectif qui est bien sûr centré sur Jésus. Alors, parlons davantage de planification. Quels sont les différents plans sur lesquels doivent reposer la planification d'une femme au foyer? Sur quel plan est-ce qu'elle doit se focaliser concrètement? Je dirais que chacun de nous a ses dimensions. Et dans chacune des dimensions, il faut se donner des objectifs à atteindre. Il faut se définir ce qu'on appelle un plan de croissance personnelle. C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un de timide, moi j'étais quelqu'un de timide avant, vous voyez un peu, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu intervenir là maintenant comme ça. Et puis, je dois me donner pour objectif, par exemple, d'être quelqu'un de plus dégagé, d'être quelqu'un de plus ouvert dans l'avenir. Par exemple, en 2018. Ça peut être un objectif qui se fixe. Donc, je disais tantôt qu'on doit fixer des objectifs dans chaque dimension, dans chaque domaine de notre vie. Par exemple, le domaine physique, mon corps, comment est-ce que je dois me vêtir, comment est-ce que je dois m'habiller, ça c'est important aussi. La dimension financière, comment est-ce que je gère mon argent, mes finances, quelle est ma vision des biens matériels en général. Ma dimension émotionnelle doit être également prise en considération. Quels sont, par exemple, les sentiments positifs qui m'animent, mais quels sont aussi les sentiments négatifs qui m'animent? D'accord, je peux donc faire un répertoire qui contienne et des sentiments positifs que je dois continuer à développer et les sentiments négatifs que je dois chercher à éliminer de façon graduelle et progressive. Vous voyez un peu, une femme qui aime l'Éternel, c'est un sentiment constructif. Une femme qui prie avec ses enfants, c'est un sentiment constructif. Mais une femme qui se querelle, une femme qui est jalouse, une femme, vous voyez un peu, qui titille le mari, ce sont des sentiments là qu'il faut véritablement mettre carrément de côté. Et une femme peut décider véritablement d'adopter ce genre de posture sur le plan émotionnel. Sur le plan mental aussi, il y a des objectifs à se fixer, vous voyez un peu. Et le plan mental ici, c'est la dimension de nous qui réfléchit, qui raisonne. Et donc, la femme peut par exemple, sur le plan mental, réfléchir à apporter des solutions concrètes, à être même la solution dans son propre foyer ou apporter des solutions dans son foyer, sans toujours attendre le mari, vous voyez un peu, mais sans pour autant aussi être contre le mari, vous voyez, dans une attitude de complémentarité, vous voyez un peu ça. Voilà, ça c'est très très important. Sur le plan social aussi, on peut se fixer des objectifs, parce que sur le plan social ici, on peut voir les rapports, les interactions avec autrui, les interactions avec les autres. Oui, une femme peut décider, par exemple, qu'en 2018, puisque moi je suis convertie, je vais décider d'évangéliser au moins une femme, une femme par semaine. Ça peut être aussi un objectif à atteindre, oui, ou alors que je vais encadrer un jeune ou une jeune fille, voilà, c'est important. Mais sur le plan spirituel, il y a des objectifs à atteindre. Une femme peut décider de prier au moins 30 minutes par jour à partir de maintenant. C'est un objectif important en 2018, des prières qualitatives mais aussi des prières quantitatives. Ça c'est très très important. Une femme peut décider de lire toute la Bible en 2018, oui, par exemple en faisant 3 chapitres, en lisant 3 chapitres ou 4 chapitres par jour. Elle peut parvenir à ouvrir toute la Bible en un an. Ça peut être très très important. Une femme peut décider, par exemple, de toujours laver ses propres enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que nous qui sommes professionnels, là, c'est parfois compliqué et on délègue une grande partie de nos responsabilités aux femmes de ménage, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Une femme peut décider en 2018 de toujours laver personnellement ses enfants et même les nourrir avant de quitter la maison. Par exemple, ça paraît simple, mais c'est important parce que le temps que je passe par exemple à laver les enfants me permet de bâtir une meilleure intimité avec eux. Ça, c'est
Parce que véritablement, ils en ont besoin. Ils en ont fort besoin parce que nous sommes dans une société où nous, les parents, on a presque démissionné. Voilà, les femmes âgées du vide. Voilà, nous avons pratiquement démissionné parce qu'au nom de ce qu'il faut arrondir les fins du mois, parfois le mari sort, la femme sort également, et puis les enfants sont abandonnés et laissés à eux-mêmes. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut corriger. Le temps qu'il faut passer avec les enfants ne doit pas être négocié. Ça doit être un élément fondamental et nous avons aussi besoin de prier avec ces enfants-là et de prier pour eux. C'est deux dimensions importantes aussi. Donc je pense que dans ces différents domaines-là, on a vraiment des objectifs à bâtir. Oui. Et donc je ne mets pas de côté l'homme qui est pratiquement le chef de la famille. Il y a un temps particulier qu'il faut réserver au mari qui se plaignent très très souvent. Parfois de ce qu'ils ne sont pas respectés comme il se doit. Les maris se plaignent, ça c'est très clair. Oui, ou alors qu'on ne leur accorde pas le temps qu'ils auraient souhaité. Donc je pense qu'en 2018, une femme peut décider d'accorder un peu plus d'attention à son mari. Pour moi, ce que je fais souvent, c'est que je me fais évaluer par lui. Par mon mari, là, je peux avoir des résultats un peu plus objectifs. Au-delà de ce que moi je vois. Vous voyez vous-même. Voilà. Okay. Parce que deux va mieux. Voilà. Donc, davantage important de planifier et planifier justement sur tous les plans, que ce soit social, que ce soit spirituel, que ce soit mental. Alors, pour ceux qui nous rejoignent juste à l'instant, nous sommes sur le plateau de Voix de Femmes, votre émission préférée. Et le thème que nous abordons, c'est Femmes et foyer et les secrets d'une année réussie. Alors, nous avons bien ici sur notre plateau notre invitée spéciale, Madame Temesio Naomi, Maman Naomi. Alors, Maman Naomi, tout à l'heure, nous parlions tantôt des objectifs, nous parlions de la planification. Alors, vous, en tant qu'enseignante, professionnellement parlant, comment est-ce que vous envisagez vivre vos relations avec vos collègues? Qu'est-ce que vous comptez en fait apporter à la société dans votre planification en tant que femme? Merci beaucoup. J'ai des objectifs fixés sur le plan quinquennal et même au-delà, dans toutes les dimensions que j'ai énumérées tout à l'heure. Et ces objectifs-là sont fixés en fonction du plan que Dieu donne à ses enfants. C'est-à-dire Dieu d'abord, la famille ensuite, et enfin le ministère et le travail. Pour moi, c'est un ordre de priorité très très important et qui me donne d'être mieux concentré et mieux focalisé sur les objectifs et sur la cible que je veux atteindre. Donc en tant que mère, je suis quelqu'un qui a pour objectif, je suis une maman qui a pour objectif de bâtir ses enfants, de leur communiquer véritablement des principes et des valeurs telles que la société soit équilibrée, parce que je suis convaincue que le foyer est le premier centre de formation d'un enfant. Et à ce titre, je prends vraiment beaucoup de temps pour être avec eux, pour communiquer avec eux malgré mes occupations multiples. La famille vient avant le travail. Justement, et ça me met justement à vous poser cette question, hein, parce qu'on va se rendre compte par exemple que si vous enseignez, on suppose que vous sortez peut-être à 8h ou alors 7h30 et que vous vous trouvez en train de retourner à la maison au moins à 15h. Et alors, si même déjà vous avez autre chose à faire, que ce soit le ministère et tout, certainement ça vous occupe aussi. Alors, je me demande bien comment faire concrètement pour une femme qui a un agenda assez saturé pour équilibrer son foyer de manière à ce que véritablement que les enfants ressentent sa présence, que son époux véritablement ressente sa présence. Est-ce qu'elle va vraiment trouver du temps pour s'asseoir là et cuisiner un repas pour que sa famille puisse, pour qu'on puisse manger tous ensemble à table? Comment est-ce qu'elle va procéder? C'est vrai, Rodi, cela relève vraiment d'une gageure. Et je crois que je suis dans un processus où je m'efforce à m'améliorer du jour au lendemain. Qu'est-ce que je fais de façon concrète? Tout d'abord, nous nous levons très tôt le matin et nous lavons les enfants. En tant que parent, c'est-à-dire mon mari et moi. Vous le faites avec votre mari? Oui. Nous pensons que l'unité est une vertu qu'il faut bâtir. Ah oui, à tous les niveaux, parce que je ne me serais pas imaginé que... Nous les lavons ensemble. Soit il les lave, moi je les habille, soit moi je les lave, lui il les habille. Et donc après cette phase-là, nous passons directement à la méditation en famille. Parce que nous croyons que la lecture de la parole de Dieu, sa méditation, constitue une véritable valeur
dans notre société où tout semble sens dessous. Oui. Alors, la Bible contient vraiment des principes et des valeurs qu'il faut inculquer aux enfants, ainsi qu'à nous-mêmes, commençons par nous-mêmes. Donc, commençons par cette méditation matinale-là. Et après la méditation matinale, pendant qu'eux ils vont à l'école, nous les accompagnons à l'école, et puis nous allons à nos propres occupations. Oui, c'est un peu ça, le planning de chaque jour. Et du retour de la maison, naturellement, on a aussi un temps de prière, de lecture de la Bible, le repas en famille. Nous apprêtons la journée du lendemain. Il peut y avoir d'autres sollicitations, du genre un enseignement dans une communauté, on peut être sollicité ailleurs, nous planifions. C'est-à-dire que dans la planification, il y a des éléments négociables, il y a des éléments non négociables. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont fixes dans le planning, comme par exemple apprêter les enfants, les amener à l'école, qu'on lit la Bible, étudier la Bible, etc. Mais il y a également des éléments qui peuvent varier. C'est aussi ça, réussir son planning. C'est-à-dire qu'il y a des choses statiques, mais il y a des choses qui sont aussi dynamiques dans un planning qu'on peut adapter selon la disponibilité et selon les objectifs qu'on s'est fixés. Donc je vais par exemple répondre à ton invitation en fonction des objectifs que je me suis fixés. Oui, donc j'ai besoin d'être plus concentrée, plus focalisée pour ne pas vraiment naviguer à vue. Voilà. Alors, puisque vous avez parlé encore des enfants tout à l'heure, je crois que ce sont des êtres vraiment assez vulnérables et vous avez justement souligné l'attention que vous leur apportez. Oui. Et j'aimerais donc savoir comment est-ce que vous faites particulièrement est-ce que vous prenez le temps en fait d'écouter vos enfants, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de vous dire ce qu'ils ont rencontré comme difficulté pendant la journée et que vous écoutiez même leur banalité, ô combien si important pour vous. D'accord. Je disais tantôt que la femme vertueuse, le Proverbe 31, est un exemple pour moi dans ce sens-là, parce que son mari est honoré aux portes. Ouais. Vous voyez un peu ça? Oui, de la ville. Ses fils disent d'elle qu'elle est bienheureuse, c'est-à-dire que ses enfants sont satisfaits de la voir pour mère. Oui. Vous voyez un peu ça? Et il se trouve également que c'est une femme polyvalente. Vous voyez un peu, elle est polyvalente. Elle a des champs, elle fait des chemises et quand elle pense à un projet, c'est alors qu'elle a déjà réalisé. Et plus loin encore, le texte dit que le cœur de son mari a même confiance en elle. Donc on comprend que cette femme a pu concilier toutes ses occupations multiples, elle a pu vraiment réussir de façon équilibrée. Et donc pour moi c'est un modèle, c'est vraiment un exemple à suivre. Et donc quand je reviens de l'école, généralement je prends le temps d'écouter d'abord les enfants, chacun personnellement, parce qu'ils ont des besoins qui peuvent être différents avec des âges variés. Voilà, j'écoute d'abord individuellement chacun. Quand vous les écoutez, qu'est-ce que vous faites de tout ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous prenez des résolutions concrètes ou bien ça vous amène encore à avoir, je ne sais pas moi trop, à introduire d'autres choses nouvelles dans votre vie? Je dirais que je m'efforce à faire beaucoup de choses, mais je suis aussi consciente du fait que j'ai beaucoup d'éléments à améliorer. Oui. Et donc le seul fait de les écouter me permet de m'auto-évaluer. Vous voyez un peu? Oui, justement. Et me permet de m'auto-évaluer pour mettre sur pied des stratégies pour s'améliorer, pour mieux faire dans l'avenir. Alors, maman Naomi, parlant justement d'agenda, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous ajustez votre agenda. Est-ce qu'il est question pour vous de prendre du temps avec votre mari, de vous imprégner d'abord de son agenda à lui et ensuite de faire le vôtre, ou alors vous le faites indépendamment de lui? Quelle est évidemment la place de votre mari dans l'établissement? Si mon agenda est indépendant de celui de mon mari, ça devient une activité extra-conjugale. Parce que l'activité extra-conjugale, c'est toute activité où je ne l'implique pas. Donc, nous dressons le planning ensemble. Mais avant ça, chacun travaille individuellement. C'est-à-dire que j'ai mes objectifs, lui il a ses objectifs, et ensuite nous asseyons ensemble, nous faisons d'abord le bilan de l'année qui a écoulé, et nous posons les jalons et les bases pour l'année à venir. Je suis consciente que j'ai besoin de lui être une aide semblable, et je sais qu'il a la position de chef. Il a la position de chef, ça c'est non négociable. Okay, donc sa chefferie n'est pas remise en cause? En principe, non. Okay, rassurez-vous, votre chefferie n'est pas remise en cause. Alors, donc, à propos, j'aimerais donc savoir,
comment est-ce que vous arrivez à ne pas vous égarer dans l'atteinte de vos objectifs? Parce que vous savez, c'est un peu comme un penchant que les femmes ont. C'est-à-dire, on a pris le panier le matin, on s'en va au marché, mais à peine on a vu un nouveau vêtement qui nous plaît, on se dit, bon d'accord, je m'achète ceci. Et finalement, comment est-ce que vous faites pour ne pas vous disperser dans l'atteinte de vos objectifs? Ça, c'est intéressant. Il y a deux choses. D'abord, je m'attelle à être focalisée en m'auto-évaluant et en me faisant évaluer par mon mari. Et par les enfants aussi, parfois, c'est nécessaire. Parce que les enfants trouvent parfois que je suis très rigoureuse et que je suis très rigide. Et quand je corrige, je tape plus fort que papa. Donc, parfois, je mets tout ça sur la balance et je m'efforce à être un peu plus grasse, c'est-à-dire souple que trop vérité. J'essaie de mettre les deux, quoi, un bras de fer dans un velours pour être beaucoup plus équilibré. C'est un peu ça. Ça, c'est l'élément focalisation, l'élément concentration, oui, pour ne pas perdre de vue. Il y a également l'élément auto-évaluation, se faire évaluer par d'autres personnes. Et je pourrais même ajouter que le fait que j'encadre d'autres femmes est une source qui m'aide également parce que je peux leur communiquer mes objectifs et elles ont un droit de regard sur ce que je fais. Alors, c'est bien souvent que les femmes se réunissent autour de bons réseaux, c'est-à-dire qu'elles peuvent vraiment se mettre ensemble pour bâtir quelque chose de solide. Alors, votre évaluation, parlant d'évaluation, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que vous évaluez mensuellement ou alors hebdomadairement? Comment est-ce que vous évaluez pour améliorer vos compétences en tant que femme? Pour moi, une journée, c'est une vie. Je fais d'abord de légères évaluations au quotidien, chaque jour. J'ai des évaluations hebdomadaires qui sont un peu plus profondes. J'ai également des évaluations mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles. Et même sur le plan quinquennal, je fais un genre de bilan. C'est vis-à-vis des autres, ou bien est-ce que vous prenez du temps à dire à votre mari qu'est-ce que vous pensez ici, ou bien vous évaluez à partir du point de vue des autres vous concernant, ou bien? J'ai un standard, c'est Dieu. Et c'est sa parole. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, je me focalise sur ce que dit la Bible. Vous voyez un peu, la Bible avec le texte de Timothée dit qu'il faut bâtir d'abord l'intérieur avant l'extérieur. C'est pourquoi je m'appesantis donc sur la trilogie, Dieu d'abord, la famille par la suite et enfin le travail et le ministère. C'est en fonction de cette trilogie que je fais mes choix, que je fais mes planifications, que je peux répondre à une sollicitation externe. Et donc quand je parle de Dieu qui vient en priorité, ça ne veut pas dire forcément des programmes à l'église ou dans une communauté, mais c'est beaucoup plus de temps que je passe personnellement dans la prière. Parce que je suis convaincue personnellement, vu la grandeur de la tâche qui incombe aux femmes, que si nous ne prions pas suffisamment, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et je dis même régulièrement aux femmes que humainement parlant, nous ne pouvons pas jouer pleinement notre rôle. Il est question de laisser Jésus le faire au travers de nous. C'est la seule solution, c'est la seule force, l'élément central sur lequel on peut véritablement s'appuyer. Et je ferai ma ressentie sur cet évangéliste Moody qui disait que chaque femme, avant de voir la face des hommes, devrait d'abord voir la face de Dieu. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en communion avec Dieu, qui est le Mari Céleste, savoir ce qu'il attend de moi, et puis je peux m'imaginer les autres dimensions. D'accord, merci Maman Naomi. Et pour davantage tourner le regard vers notre chère nation, le Cameroun, je voudrais bien que nous reconsidérions encore la chose parce que quelqu'un a dit que la femme a quelque chose de particulier et que quand la femme prend la parole, c'est pour dire quelque chose de très profond. Et tu l'as même dit, vous l'avez dit, qui trouve une femme à trouver le bonheur. Voilà, qui trouve une femme à trouver le bonheur. Voilà. Et je crois que ce bonheur également peut s'étendre, en fait, notre nation peut en bénéficier, je pense. Voilà. Et votre cas particulièrement, vous qui êtes enseignante, qu'est-ce que vous apportez de manière particulière en tant que femme à la nation à travers l'éducation des enfants? Qu'est-ce que vous comptez apporter? Alors qu'est-ce que vous apportez à notre nation dans ce sens? Merci beaucoup. La première des choses, c'est la compétence. Je m'attelle à bien communiquer. Compétences, je m'attelle à bien communiquer à mes élèves, à mes apprenants, ce qu'il faut leur communiquer. Donc, je m'attelle à préparer mes cours, je m'attelle à me former en continu pour davantage leur communiquer des choses parce que je suis convaincue que la jeunesse d'aujourd'hui va constituer vraiment l'équipe dirigeante de demain. Donc, je m'attelle à bien les former. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément, c'est qu'au fur et à mesure que je communique véritablement mon cours, je transmets également des valeurs et des principes qui peuvent davantage les bâtir. Parce que nous sommes dans une société où on peut avoir des intellectuels, mais qui finissent
même pas à détourner des fonds. Alors on va se rendre compte qu'on est développé sur le plan mental, mais peut-être sur le plan spirituel, on ne l'est pas beaucoup. On ne l'est même pas du tout. Donc je pense qu'il est vraiment temps, c'est vrai, vous allez me parler de la laïcité et de beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'il est temps que les valeurs spirituelles soient intégrées dans le système éducatif parce que la crise par laquelle passe le monde entier de façon générale, ou le Cameroun de façon particulière, est une crise spirituelle. Et il est donc question de retourner aux sources, de retourner au Créateur et de mettre chaque chose à sa place. Avant, éduquer un enfant, c'était lui communiquer les valeurs bibliques. Mais avec le temps, les choses ont totalement changé. Parce que même dans les établissements dits confessionnels, parfois on va enseigner des notions de religion, mais sans les vivre, sans les expérimenter, et on n'aura pas un impact escompté. Voilà un peu ma petite contribution. Et quand l'occasion se présente à l'établissement, devant un collègue, devant un élève, je n'hésite pas de communiquer ce genre de vérité. Comme vous avez bien dit, le Seigneur Jésus est celui-là qui forme les cœurs. Oui. Voilà. Et nous pouvons bien constater toutes sortes de déviances. Nous assistons à toutes sortes de déviances aujourd'hui, véritablement parce que les cœurs ne sont pas formés. C'est pourquoi un élève va pouvoir être intelligent et quelqu'un va avoir plein de diplômes, mais on va le trouver en train de détourner les fonds publics. Moi, j'ai l'habitude, Evody, de dire à mes élèves que si vous avez 20 sur 20 en anglais et que demain vous êtes infidèle à votre mari, moi j'ai échoué ma mission. Et j'ai l'habitude d'insister même sur le fait que l'abstinence n'est pas démodée. L'abstinence est une vertu, l'abstinence est une valeur que nous devons continuer à défendre. Et malheureusement, l'abstinence est plutôt un scandale aujourd'hui. Donc on aimerait profiter encore pour dire aux jeunes filles ici que ce n'est pas du tout un scandale de se préserver. Jeune fille comme jeune garçon. Voilà, jeune fille comme jeune garçon, bien sûr. Se préserver. Voilà, c'est important. Et alors, la jeunesse est la couche particulièrement touchée, comme nous en parlons véritablement. Alors, est-ce que vous avez sous la main quelques jeunes que vous avez sortis de cette mouvance qui pousse à l'égarement? Est-ce que vous avez sous la main quelques jeunes? J'ai plusieurs femmes, elles sont nombreuses et il y a beaucoup de jeunes gens qui au lycée viennent souvent me rencontrer et pour me poser la question de savoir est-ce que c'est encore possible d'être abstinent de nos jours. C'est-à-dire qu'ayant écouté beaucoup de messages contraires à l'abstinence, m'approche véritablement pour savoir de quoi est-ce qu'il est question, comment est-ce qu'il faut s'en prendre, comment est-ce qu'il faut s'y prendre et tout. Donc j'en parle avec eux, nous en discutons véritablement. Alors, Maman Naomi, revenons sur votre planification, notamment sur le plan spirituel et sur le plan aussi professionnel. Oui. Alors, commençons donc par le plan spirituel. Quels sont les objectifs que vous êtes donnés de manière concrète et de manière que vous pouviez véritablement évaluer de manière palpable? Par exemple, dans le cadre de l'évangélisation, est-ce que vous avez donné un standard? Quel est le standard que vous avez décidé? Naturellement, nous sommes fixés vraiment des objectifs en tant que couple. Il était question pour nous de bâtir vraiment des foyers harmonieux. Et nous sommes conscients que bâtir des foyers harmonieux commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être des personnes qui travaillent à bâtir leur propre foyer, oui, dans l'unité. Et pendant que mon mari travaille avec des hommes, à bâtir cette unité conjugale en travaillant avec des hommes, moi je travaille beaucoup plus avec des femmes sur le couvert du concept de l'aide semblable. Donc voilà l'objectif que nous voulons atteindre en gagnant, moi personnellement, une douzaine de femmes sur ce plan-là. Je dois travailler. Par an ou bien? Non, pas par an, ou 6 mois. Ah, ouais. 6 mois, et puis avoir une autre cuvée de femmes. Oui, lui également, il a des objectifs similaires avec des hommes de l'autre côté. Sur le plan professionnel, je disais tantôt que la compétence est quelque chose de fondamental pour moi et l'un de mes désirs ardents, c'est de voir au moins 85% de mes élèves réussir avec brio à leurs différents examens ou alors passer en classe supérieure tout en intégrant des principes et des valeurs qui ont été communiqués tout au long de l'année. Est-ce que c'est facile alors, Maman Naomi? Vous n'êtes pas parfois découragé parce que c'est vrai que ces élèves sont quelquefois des casse-pieds. Et du coup, est-ce que ça ne nous arrive pas de vous décourager et dire nous avons une partie de responsabilité dans l'échec des enfants. Donc je pense qu'il vaut mieux voir la chose de mon propre côté. Et le professionnel, c'est effectivement celui qui est capable de faire un certain nombre de choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Oui. Qu'est-ce que vous faites par exemple des récalcitrants de la classe là qui sont toujours en train, à supposer par exemple quand vous entrez et puis ils se mettent à lancer des paroles malhonnêtes par-ci par-là, ils se mettent à vous taquiner. Qu'est-ce que vous faites de ce genre d'élèves?
très souvent, je signe de très bons contrats didactiques dès le départ avec mes élèves. Donc mes classes sont généralement disciplinées. Ah non, mais les contrats ne les suffisent pas, ces enfants. Moi, je dis que mes classes sont généralement très très disciplinées. Donc ce genre d'attitude dans ma classe, c'est pas très très. Donc c'est-à-dire que vous ayez parlé, ils se calment vos élèves. Pour la plupart du temps, ils sont disciplinés. Il peut y avoir des petits écarts, mais je les regarde aussi beaucoup plus avec le cœur d'une mère qui va les aimer et qui est consciente de ce que les enfants, c'est parfois l'écart par rapport à la norme, mais l'amour inconditionnel à leur endroit, le fait de les accepter tels qu'ils sont ou de les reprendre. Il y a parfois, je peux les prendre soit en public, soit seul à seul, dans les grands des cas. Et en faisant ainsi, est-ce que vous avez ramené certains? Sans doute, quelques-uns. D'accord. Ok, vraiment merci Maman Naomi pour cet échange assez bénéficiant. Merci de nous avoir accordé de votre présence. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment inconditionnellement les épouses, où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux, un cadre où les enfants obéissent à leurs parents sans condition.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.